Statue de la Liberté, placée à l'entrée de New York, annonce le Nouveau Monde. Offerte par la France aux États-Unis à l'occasion du centenaire de leur indépendance, c'est elle qui indiquait aux immigrants qui arrivaient par bateau, pleins d'espoir et d'énergie, que leur voyage était achevé. À l'origine, cette statue monumentale devait être placée à l'entrée du canal de Suez. Au lieu de cela, elle est devenue aujourd'hui l'un des symboles les plus marquants des États-Unis. La ville que découvraient les immigrants offrait, tout comme aujourd'hui, une image saisissante, comme s'il s'agissait d'une création surhumaine. Tout de suite après la Statue de la Liberté, se trouve Ellis Island, une petite île où devaient transiter tous les immigrants en attendant d'être autorisés à entrer aux États-Unis, pendant les années du grand flux migratoire, entre la fin du siècle dernier et la Première Guerre mondiale. Il s'agissait surtout d'Irlandais, d'Allemands, d'Italiens et de Juifs d'Europe de l'Est qui fuyaient devant la misère ou les persécutions. Ils arrivaient là après un long et périlleux voyage en bateau, épuisés et effrayés à l'idée d'être refoulés et renvoyés dans leur pays d'origine. Le pont qui ferme la baie de New York est dédié à Giovanni da Verrazzano, le navigateur florentin qui découvrit l'île de Manhattan en 1524 alors qu'il explorait la côte pour le compte du roi de France. Les premiers habitants s'installèrent un siècle plus tard, après qu'un Hollandais eut acheté l'île aux Indiens et l'eut baptisée Nouvelle-Amsterdam. La ville se développa d'abord dans la partie ouest de Manhattan, à l'emplacement de l'actuel Battery Park. Aujourd'hui, face aux toutes nouvelles constructions de Battery Park City, dernier ajout spectaculaire à la skyline de New York, il est difficile d'imaginer à quel point cet endroit était encore sauvage au XVIIe siècle. Avec la construction des gratte-ciel, l'architecture américaine a trouvé sa spécificité. Et New York en présente une ontologie en perpétuelle évolution. Le Woolworth Building, construit en 1913, est tout à fait représentatif du style ancien de gratte-ciel, avec ses décorations inspirées de la tradition ornementale du passé. Les deux tours jumelles du World Trade Center, hautes de 420 mètres, marque en revanche l'apogée de la simplification géométrique en vogue jusqu'au début des années 70. Les chiffres concernant ces deux gratte-ciel sont impressionnants. Leurs 110 étages reposent sur des fondations qui s'enfoncent à 21 mètres de profondeur dans le plateau rocheux de l'île. Chaque jour, 50 000 personnes y travaillent et 80 000 autres y transitent pour les raisons les plus diverses. Autour du World Trade Center se dressent les gratte-ciel du World Finance Center, qui s'inspire du style des anciens gratte-ciel tout en l'adaptant aux exigences de l'esthétique post-moderne. L'Empire State Building n'est plus le gratte-ciel le plus haut de New York, mais il conserve malgré tout une valeur emblématique. Construit en 1931, comme un défi à la crise économique et un signe de confiance en l'avenir, il fut l'un des premiers gratte-ciel à marquer l'expansion en hauteur de la ville. Le Panam Building, à la conception duquel participa Gropius, coupe la perspective de Park Avenue. C'est pour cette raison qu'il fut durement critiqué à l'époque de sa construction. Jusqu'à ces dernières années, son toit servait de piste d'atterrissage aux hélicoptères en provenance des aéroports de la ville. Le Chrysler Building, avec ses arcs d'acier et ses fenêtres triangulaires du style Art déco, semble tout droit sorti d'un vieux film américain et reste très cher au cœur des New-Yorkais.
Le port, auquel la ville doit sa prospérité, est aujourd'hui en grande partie situé sur les rives du New Jersey. Il ne reste plus de l'ancien emplacement que de vieux malls abandonnés ou restructurés comme dans le South Street Seaport, un port transformé en musée en plein air où l'on peut admirer de vieux bateaux. En raison de la croissance extrêmement rapide de New York au XIXe siècle, les urbanistes ont adopté un plan à structure octogonale, plus facile à réaliser qu'une structure concentrique ou radiale. C'est ainsi qu'est né cet ensemble d'îlots de même dimension, résultant de l'intersection des avenues, qui traversent l'île dans le sens de la longueur, et des streets, qui la parcourent dans le sens de la largeur. La 5e avenue, ou Fifth Avenue, est l'une des artères principales de la ville. C'est la rue des grands défilés, des boutiques, des promenades. Elle traverse la ville de part en part, et si on la parcourt entièrement, elle offre alors un panorama très complet de la société new-yorkaise. C'est là que l'on trouve les plus grandes librairies, les joailliers, les boutiques de mode et les grands magasins. C'est là aussi que l'on rencontre les pires excès, comme la Trump Tower, le gratte-ciel du mégalomane Donald Trump, version moderne de Picsou, et le Rockefeller Center, monument célébrant la gloire du plus grand milliardaire de tous les temps. John D. Rockefeller Jr. est le magnat qui a le plus investi dans le développement de New York, notamment par des dons personnels. C'est dans les années 30 qu'il fit construire le Rockefeller Center, un complexe de 21 gratte-ciel de bureaux. Derrière le Rockefeller Center, du côté de la 6e avenue, se dresse le Radio City Music Hall, qui avec ses 6200 places est l'une des plus grandes salles de spectacle du monde. La 5e avenue évoque immanquablement St. Patrick's Cathedral, la cathédrale catholique de New York, symbole d'une importance extrême pour l'Amérique d'origine irlandaise qui rend hommage à son saint patron au cours du célèbre défilé de St. Patrick's Day. Juste après le coin de la 5e avenue, sur la 53e rue, se dresse le Museum of Modern Art, le MoMA. La disposition des collections, la commodité de ses services, son cinéma et son jardin, ornés de chefs-d'œuvre de la sculpture contemporaine, en font un des lieux les plus agréables de la ville. Au croisement de la 5e avenue et de Central Park se trouvent les grands hôtels de luxe au nom mythique. Le luxe et le bon goût côtoient quotidiennement les défilés spectaculaires ou les manifestations de protestation. Tout contribue à créer cette atmosphère de variété et de tolérance qui caractérise cette ville que les Américains surnomment affectueusement The Big Apple. Central Park s'étend sur 4 km, le long de la 5e avenue, de la 59e à la 102e rue. Ces 340 hectares, qui représentent 5% du territoire, témoignent de la clairvoyance des urbanistes du 19e siècle qui, malgré les tentations de la spéculation immobilière, ont réussi à préserver cette oasis de verdure au cœur de la ville. Pour les New-Yorkais, le parc est un lieu de détente et de loisirs.
où ils peuvent laisser libre cours à leur fantaisie et à leur créativité. Pour un petit déjeuner ou un déjeuner inoubliable, rien ne vaut la Tavern on the Green, un luxueux restaurant installé dans une serre et souvent utilisé comme décor dans les films américains. C'est sur la 5e avenue, tout près de Central Park, que se trouve le Metropolitan Museum of Art, le plus grand musée américain fondé à la fin du 19e siècle et constitué en grande partie de legs et de donations de riches américains. Les collections du Metropolitan comprennent des œuvres de toutes les époques et de pratiquement tous les pays. On peut y voir notamment les reconstitutions de salles de différents palais européens. Le musée possède une importante section égyptienne, avec la spectaculaire reconstitution du temple de Dendur, sauvé de l'inondation après la construction du barrage d'Assouan. De l'autre côté du parc se dresse le nouveau centre culturel de New York, le Lincoln Center. Autour de la place, ornée d'une fontaine de Philip Johnson, se dressent 3 édifices. L'Avery Fisher Hall, où se produit le New York Philharmonic, le New York State Theatre, dessiné par Philip Johnson, et enfin le Metropolitan Opera House, l'un des plus grands opéras du monde. Sur le côté ouest de l'Avery Fisher Hall s'ouvre une cour ornée d'une composition en bronze de Henry Moore. En face, le Vivian Beaumont Theatre de Eero Saarinen. Avec le temps, les avenues de New York se sont spécialisées. La 6e avenue, ou Avenue of the Americas, est remarquable pour sa série de gratte-ciel de bureaux, alignés comme une revue militaire. Madison Avenue est le fief des grandes agences de publicité. Son gratte-ciel le plus impressionnant est le E.T.N.T. Building de Philip Johnson, le théoricien du style postmoderne. On le reconnaît à son fronton et à son portail d'une hauteur de 6 étages. Park Avenue est la rue résidentielle par excellence. Elle est coupée en 2 par la Grand Central Station, la gare principale de New York, et par le Pan Am Building. Parmi les édifices les plus prestigieux de Park Avenue figurent l'hôtel Waldorf Astoria et le Seagram Building de l'architecte Mies van der Rohe. Ce gratte-ciel est célèbre pour avoir été le premier ayant une façade entièrement en verre et une plaza. C'est un refrain que l'on entend sans cesse à New York. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un qui a battu tous les records de grandeur, de richesse ou de vitesse. Et dans la rue, il y a toujours un bonimenteur ou un vendeur à l'affût qui ajoute son propre show personnel au grand spectacle de la ville. Près de là, le Chelsea Hotel conserve le souvenir des artistes célèbres qui y ont séjourné. L'un des édifices les plus curieux de l'histoire de l'architecture new-yorkaise est le Flatiron Building.
En raison de son emplacement, au croisement de la 5e avenue, de Broadway et de la 23e rue, l'architecte fut obligé de construire un édifice triangulaire d'un aspect si étrange pour l'époque, 1902, qu'il fut surnommé le fer à repasser. L'espace est rare et cher à New York. Le moindre coin de verdure devient un précieux terrain de basket où la couleur de la peau compte moins que l'habileté des joueurs. Nous sommes maintenant à Greenwich Village. Washington Square, qui marque le début de la 5e avenue et le centre du village, est placé sous le signe de l'extravagance. Le buste de Garibaldi, l'arc dédié à Washington, la présence des étudiants de la New York Université voisine, les joueurs d'échecs assis aux tables du parc sont autant d'indices d'un monde ouvert et pluriculturel. Greenwich Village, un quartier de l'ancienne New York des 18e et 19e siècles, doit son charme à ses maisonnettes de briques rouges à l'allure vaguement aristocratique. Dès le début du siècle, il devint le quartier de prédilection de la bohème artistique de la ville et du pays tout entier, qui lui donna la réputation d'anticonformisme qu'il a conservée depuis. L'augmentation des prix des logements a poussé les artistes à chercher des ateliers et des appartements dans d'anciens quartiers industriels et dans de vieux entrepôts abandonnés au sud du village. C'est ainsi qu'est née la énième légende de New York, le quartier de Soho, paradis des lofts et de la restructuration sophistiquée. À côté de Soho se trouve un autre quartier caractéristique de New York, Little Italy, qui était autrefois le quartier des immigrants italiens. Malgré les signes manifestes de la présence italienne, la population s'est en grande partie déplacée vers d'autres quartiers de la métropole et Little Italy est devenu avant tout un lieu touristique, une curiosité. En revanche, le quartier de Chinatown, contigu à Little Italy, est beaucoup plus dynamique en raison de l'arrivée récente d'un grand nombre d'immigrants de toutes les régions d'Asie. Les premiers Chinois qui arrivèrent à New York au XIXe siècle furent employés pour la construction du chemin de fer transcontinental. Aujourd'hui, après la libéralisation de la politique d'immigration, l'indice de population de ce quartier est extrêmement élevé. Malgré l'action progressive du melting pot, le creuset multiethnique qui finit par fondre en une seule nation des personnes et des groupes provenant des pays les plus divers, les différentes communautés d'origine conservent un certain nombre de leurs particularités. Dans ce sens, New York est littéralement une mosaïque de nationalités,
et beaucoup de quartiers ont gardé au moins une partie de leur population d'origine. Après Chinatown et Little Italy, voici le Lower East Side. C'est là que vivaient dans des maisons délabrées et surpeuplées les Juifs originaires d'Europe de l'Est. City Hall, l'hôtel de ville, est chargé de gérer cette population bigarrée et de maintenir les plateaux de la balance en équilibre. En allant encore plus au sud, on trouve le seul îlot sans gratte-ciel du quartier des Finances. C'est là que se situe la Francis Tavern, considérée comme le plus vieil édifice new-yorkais, bien qu'il s'agisse en réalité d'une copie du bâtiment d'origine. Il abrite un restaurant de luxe et un petit musée d'histoire de la ville. L'ancien marché aux poissons frais est devenu un grand centre commercial et le Mall 17, reconstruit et agrandi, n'est plus un entrepôt de marchandises fraîchement débarquées des pays d'outre-mer, mais un ensemble de restaurants et de boutiques. Tel semble être le destin des édifices historiques de la ville, disparaître ou se transformer en attraction touristique. Le jour, les ruelles du quartier de Wall Street sont bondées. La nuit, elles sont complètement désertes. Ici et là, entre les banques, s'ouvrent les plazas des gratte-ciel, l'équivalent moderne des places antiques ornées de fontaines et de chefs-d'œuvre de la sculpture. C'est dans cette partie de la ville, où la hauteur des édifices empêche le passage des rayons du soleil, que se dresse la bourse de New York, fondée en 1792 et qui est encore la plus grande du monde. Wall Street doit son nom à la palissade élevée au XVIIe siècle pour se protéger à la fois des Anglais et des Indiens. À proximité de Wall Street se trouvent les plus grandes banques, dont la Chase Manhattan, devant laquelle se dresse une sculpture monumentale de Jean Dubuffet, les 4 arbres, de 14 mètres de hauteur. Devant un autre gratte-ciel construit récemment, le cube rouge d'Isamu Noguchi. Les bâtiments du World Finance Center se trouvent au centre du nouveau quartier de Battery Park City, où ont été construits des logements pour 30 000 personnes. Les gratte-ciels sont reliés les uns aux autres par une immense serre de 38 mètres de haut, dans laquelle sont organisées des expositions, des défilés et des jeux pour les enfants.
À chaque quartier ses jeux. Des équipements sophistiqués des quartiers chics, aux toboggans des anciens parkings municipaux, sans oublier les trouvailles des artistes qui récupèrent les déchets métalliques de la ville pour en faire des structures accessibles aux enfants. Bien qu'elle soit en pleine rénovation, la 42e rue ne reste pas moins la rue de la pornographie, des sex shops, de la prostitution, bref, un endroit pour le moins malfamé. Cette rue traverse Times Square, formée par le croisement de la 7e avenue et de Broadway. C'est la seule rue en diagonale de New York. Cette place doit sa célébrité à ses grandes enseignes lumineuses, à ses cinémas et à la proximité de Broadway, qui est non seulement le nom d'une rue, mais aussi celui de quartier des théâtres. C'est dans la 42e rue que se trouve la New York Public Library, gérée par un organisme privé. Le nouveau Grace Building, le Chrysler Building et surtout la Grand Central Station, qui avec le Port Authority Bus Terminal accueille la majeure partie des personnes venant travailler dans le centre-ville, sont d'autres célèbres attractions de la 42e rue. D'une certaine façon, cette rue représente pour New York, avec la 5e avenue, ce que représentait pour les villes romaines le Cardo et le Decumanus, c'est-à-dire les axes portants de la structure urbaine. Au bout de la rue, sur un terrain donné par Rockefeller, le gratte-ciel des Nations Unies conclut la parade des édifices célèbres. En face de lui se dresse le gratte-ciel de l'Hôtel United Nations Plaza. Le quartier général de l'ONU a été construit à la fin des années 40 sur des projets de Le Corbusier et Niemeyer. New York abrite également une importante communauté noire et hispanique. Harlem est un mythe aussi puissant que Times Square. À l'origine, ce quartier qui se trouve au nord de Central Park était un quartier résidentiel réservé à la bourgeoisie. Mais beaucoup de logements ne trouvèrent pas d'acquéreurs, si bien que les loyers baissèrent et que les Noirs purent s'y installer. Dès le début du siècle, Harlem était un quartier noir. Il reste peu de choses de la splendeur passée de Harlem. Le chômage, les problèmes raciaux et le manque d'investissement en ont fait un quartier en pleine décadence. La partie la plus au nord de l'île offre un spectacle insolite. Il s'agit du musée des cloîtres, The Cloisters, une annexe du Metropolitan Museum consacrée à l'art médiéval. Les bâtiments de ce musée furent construits à partir d'éléments architecturaux provenant des cloîtres de certains monastères français. La ville de New York a une population d'environ 8,5 millions d'habitants. Toutefois, la mégalopole s'étend aux États voisins et atteint 17 millions d'habitants. Mais seuls 1,5 million d'entre eux vivent sur l'île de Manhattan. Les autres se rendent dans le centre de la ville en empruntant les tunnels sous l'Hudson ou bien les ponts spectaculaires. Le pont le plus célèbre de New York est le pont de Brooklyn, qui relie Manhattan à Brooklyn. C'est le plus ancien pont sur l'East River. Achevé en 1883, il mesure plus d'1 kilomètre sans les voies d'accès.
remontant le fleuve, on croise le pont de Manhattan, postérieur de près de 30 ans au pont de Brooklyn. Sur l'Hudson, le fleuve qui relie la ville à l'intérieur du continent, il n'y a qu'un seul pont, le George Washington Bridge. Un pont suspendu, construit en 1931 et long de près de 3 km. Le Queensboro Bridge, sur l'East River, passe au-dessus de Roosevelt Island, où un quartier résidentiel a été construit à la fin des années 70. Ce quartier est relié à Manhattan par un téléphérique. La prospérité de New York s'explique non seulement par sa situation géographique privilégiée, mais aussi et surtout par la mentalité particulière de sa population. Dès le début, celle-ci a été pluriculturelle, tolérante et audacieuse. Comme les grandes villes européennes du XVIIe siècle, que ce soit Amsterdam, Londres ou Berlin, New York, fondée par les Hollandais, cosmopolites et tolérants, a accueilli les protestants et les juifs persécutés dans leur pays. Et dès le départ, les Noirs ont été considérés comme des citoyens à part entière et non comme des esclaves. Tête de ligne des échanges avec l'Europe, capitale du commerce et du crédit, et tout de suite après de l'information, New York était déjà en 1830 la plus grande ville américaine. Reine de la nuit et centre mondial du spectacle, des divertissements et de la musique, la métropole ne dort jamais. Les nouveautés culturelles et les modes sont lancés à New York avant d'être propagés dans le reste du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, New York est devenue la véritable capitale du monde, la Rome du XXe siècle. Et comme la Rome antique, elle exhibe fièrement les symboles de sa puissance, ses colisées du plaisir, ses basiliques de l'argent et ses temples du nouvel ordre mondial. Chacun peut lire ce que bon lui semble sur le visage inexpressif de la Statue de la Liberté. La promesse d'un monde meilleur ou la menace d'un nouveau Moloch voué à la domination de l'homme.
Toutefois, la flamme, promesse de liberté et de connaissance, et l'aigle, symbole du pouvoir depuis des millénaires, sont les produits de la civilisation occidentale. Et malgré l'éloignement, nous ne pouvons que nous sentir impliqués dans le sort et les agissements du Nouveau Monde.